Chapitre 1 Mesure, grandeur et incertitude. Dans ce deuxième cours, on va voir les erreurs de mesure, la classification des erreurs, la définition de l'incertitude de mesure et un calcul d'incertitude sur des mesures indirectes. Erreur de mesure. La question qui se pose ici, la valeur obtenue par une mesure est-elle la vraie valeur de cette grandeur? Eh bien, la réponse est non. Les seules mesurandes dont la valeur est parfaitement connue sont les grandeurs étalons, puisque leurs valeurs sont fixées par convention. Donc, toute mesure expérimentale, qu'elle soit électrique, chimique, mécanique ou autre, ne correspond jamais à une valeur exacte. Et l'écart entre la valeur mesurée, G mesurée, et la valeur exacte, G exacte ou bien théorique, est l'erreur de mesure E. Donc l'erreur de mesure E est donnée par G mesuré moins G exact ou bien théorique. Donc il faut retenir qu'une mesure peut être précise, mais jamais exacte. Pour comprendre l'erreur de mesure, prenons l'exemple d'une masse étalon dont la valeur conventionnelle est de 20,000001 g. Cette masse est pesée avec une balance de précision et l'indication de la balance est 19,999900 g. Donc cette mesure ne correspond pas à la valeur exacte de cette masse étalon. Nous avons donc une erreur de mesure qui est donnée par la valeur mesurée moins la valeur de référence de cette masse étalon. Donc on remarque que cette erreur, elle est négative. Donc on déduit que la valeur mesurée est inférieure à la valeur de référence. Classification des erreurs. Ces erreurs de mesure peuvent être classées en trois catégories. Des erreurs systématiques, des erreurs aléatoires ou bien fortuites et des erreurs grossières ou bien accidentelles. Donc, je peux écrire l'erreur comme étant la somme de ces trois erreurs. Donc, c'est l'erreur systématique plus l'erreur aléatoire plus l'erreur grossière. Commençons par les erreurs systématiques. Les erreurs systématiques sont des erreurs reproductibles, c'est-à-dire elles sont constantes pour des mesures répétées. Parmi les causes des erreurs systématiques, on peut citer le réglage imparfait de l'appareil de mesure ou bien la méthode utilisée. On peut les corriger en changeant la méthode et l'appareil de mesure ou en affectant un terme correcteur au résultat de mesure. Prenons l'exemple de la mesure de résistance avec les montages aval et amont. On sait par expérience que le montage aval est le mieux adapté pour la mesure de petite résistance, tandis que le montage amont est le mieux adapté pour la mesure de grande résistance. Donc, pour réduire cette erreur systématique, il faut d'abord choisir le montage le plus adapté pour la valeur de la résistance à mesurer. Et sachant que chacune de ces deux méthodes a sa propre erreur systématique, qui est toujours constante avec la répétition des mesures, il faut donc affecter un terme correcteur à la valeur mesurée pour la corriger. Passons maintenant aux erreurs aléatoires ou bien fortuites. Ce sont des erreurs non reproductibles qui obéissent à des lois statistiques. Les erreurs aléatoires ne peuvent pas être éliminées, mais on peut les limiter. Il faut donc savoir les évaluer. En dernier, nous avons les erreurs grossières, appelées aussi accidentelles. Une erreur grossière est due au non-respect du protocole expérimental, une fausse manœuvre, un mauvais emploi ou dysfonctionnement du matériel ou de l'appareil de mesure. Elles ne sont généralement pas prises en compte dans la détermination de la mesure puisqu'elles peuvent être facilement éliminées. Ici, nous avons
un exemple de l'importance de se placer verticalement devant l'appareil de mesure. Nous avons ici l'exemple d'une aiguille qui indique une lecture de 45 divisions. Donc ici, nous avons une vue de lecture inclinée du côté gauche qui va nous donner la lecture 1 qui est égale à 49 divisions. Par contre, une vue de lecture inclinée du côté droit va nous indiquer 41 divisions. Donc on voit bien que les deux lectures ne correspondent pas à la vraie valeur indiquée par l'aiguille. Par contre, si on se place verticalement par rapport à l'appareil de mesure, on voit bien que cette lecture de 45 correspond bien à l'indication de l'aiguille. Il est donc à retenir que les erreurs grossières peuvent être évitées. L'expérimentateur doit utiliser la méthode adéquate pour minimiser l'erreur systématique. Donc la précision de la mesure dépend beaucoup plus de l'erreur fortuite. Donc cette erreur de mesure, elle peut être écrite en fonction de l'erreur systématique et de l'erreur aléatoire puisque l'erreur grossière est à éliminer. Incertitude de mesure. Comme la valeur exacte d'une grandeur mesurée n'est jamais accessible, c'est-à-dire jamais connue, donc l'erreur sur la mesure E qui est égale à G mesuré moins G exact est aussi impossible à déterminer puisqu'on ne connaît pas la valeur exacte. C'est pour ça qu'on passe à une limite supérieure, c'est-à-dire la plus grande valeur possible de l'erreur absolue, qu'on appelle incertitude de mesure delta G, qu'il faut estimer afin d'exprimer cette grandeur mesurée. C'est-à-dire, pour résumer, nous avons une grandeur G qui est impossible à déterminer d'une manière exacte parce que tout simplement, on est obligé de passer par un instrument de mesure qui va me donner une valeur mesurée accompagnée d'incertitudes qu'il faut estimer afin d'exprimer la valeur exacte. Donc, une fois mesuré et une fois l'incertitude delta G estimée, on peut écrire la valeur exacte de cette grandeur de trois manières différentes. On peut l'écrire comme étant G exact égale à G mesuré plus ou moins l'incertitude delta G. Je peux l'écrire aussi de cette manière, donc je peux dire que G exact, elle est comprise dans un intervalle de variation qui est limité par G mesuré plus delta G et G mesuré moins delta G. Donc nous avons ici le domaine des valeurs possibles pour cette grandeur exacte. Ou bien je peux écrire aussi que G exact est égal à G mesuré plus ou moins delta G sur G mesuré en pourcent, qui est une erreur relative. Incertitude absolue et relative. En pratique, on ne peut qu'estimer cette incertitude. On distingue deux types d'incertitude. L'incertitude absolue, delta G, qui s'exprime en même unité que la grandeur mesurée, puisqu'elle est donnée par delta G, c'est G mesuré moins G exact. Donc, si je prends par exemple la grandeur intensité de courant, donc delta I, ça va être I mesuré en ampères moins I exact en ampères. Donc, ça va être l'unité, ça va être en ampères. Par contre, l'incertitude relative qui est donnée par delta G sur G mesuré, elle est sans unité puisqu'elle s'exprime en pourcentage. Donc, si je garde l'exemple de l'intensité du courant, donc je vais avoir ici delta I qui est en ampères sur I mesuré qui est en ampères. Donc, je vais avoir un terme sans unité. Prenons l'exemple d'incertitude absolue en utilisant les appareils de mesure analogiques ou bien à déviation. Donc, nous avons l'incertitude absolue totale, delta G total. Elle est donnée par delta J instrumental plus delta J opérateur plus delta G méthode.
Pour l'incertitude due à l'instrumental, donc nous avons delta GI, elle est donnée par la classe fois le calibre sur 100. Delta G opérateur, elle est donnée par l'appréciation fois le calibre sur le nombre total de divisions. Donc ces deux incertitudes, delta GI, delta GO, donc elles sont dues à des erreurs fortuites. Nous avons aussi donc l'incertitude due à la méthode delta GM qui est due à une erreur systématique. Incertitude sur des mesures indirectes. Incertitude absolue totale. En général, la grandeur mesurée s'obtient par la mesure de deux ou plusieurs grandeurs. L'incertitude sur la mesure finale dépend alors des incertitudes sur les grandeurs intermédiaires. Il faut alors faire un calcul d'incertitude pour estimer l'incertitude finale. Prenons l'exemple de la mesure d'une résistance, R mesurée, avec la méthode volt-ampère métrique. Donc, on a besoin d'un voltmètre et d'un ampèremètre. La mesure de cette résistance, donc, dépend de la valeur de la tension mesurée, U mesurée, et de la valeur de l'intensité du courant mesuré, I mesuré, puisque R mesuré, elle est donnée par U mesuré sur I mesuré. Donc, l'incertitude sur R, delta R, est donc fonction des incertitudes sur U, delta U, et sur I, delta I. Calcul d'incertitude absolue instrumentale sur un résultat de mesure. Conduite du calcul avec la méthode logarithmique. Pour la méthode logarithmique, on va suivre ces 5 points. Le premier point, introduire la fonction logarithmique. Deuxièmement, calculer la différentielle logarithmique. En 3, regrouper les termes semblables et les simplifier. En 4, remplacer les différentiels dg, dA, dB, ainsi de suite par les accroissements finis, delta G, delta A, ainsi de suite. En dernier, changer les signes moins en plus de façon à définir la limite supérieure de l'erreur. Prenons l'exemple de calcul d'incertitude absolue et relative dans le cas d'une somme avec la méthode logarithmique. On veut calculer l'incertitude absolue delta G pour une grandeur G qui est définie avec les mesures A, B et C, avec les incertitudes absolues instrumentales respectives delta A, delta B et delta C, sachant que la fonction G qui dépend de A, B et C est donnée par NA plus PB moins QC plus K, sachant que NP, Q, ce sont des coefficients positifs et K, une valeur constante. Donc la procédure, elle se fait comme suit. En premier point, donc l'introduction de la fonction logarithmique, donc je vais avoir ln de G, c'est ln de tout ça. Deuxièmement, calcul de la différentielle logarithmique dg sur g. Donc, je vais avoir dg sur g, ça va être d de na plus pb moins qc plus k sur na plus pb moins qc plus k. Sachant que ça, c'est g. Donc, je vais avoir ici la simplification de g. Il va me rester dg, c'est nda plus pdb moins qdc plus k qui va partir parce que c'est la dérivée d'une constante qui va me donner 0. En dernier point, donc on passe à l'expression de l'incertitude absolue en changeant le d par delta et le signe moins en signe plus. Donc je vais aboutir à l'expression de l'incertitude absolue delta g qui est donnée par n delta a plus p delta b plus q delta c. Donc on a changé le signe moins ici en signe plus. Pour l'incertitude relative, donc il suffit de diviser cette incertitude absolue sur g et donc je vais avoir ça. Donc je vais avoir ici en haut delta g sur g. Donc là, il faut faire attention, le signe moins, on le garde parce qu'il correspond à l'expression de la grandeur g. Passons maintenant à l'incertitude relative et absolue dans le cas d'un produit ou d'un quotient. Nous avons toujours la fonction g qui est définie cette fois-ci par un produit qui est donné par k fois a à la puissance n fois b à la puissance p fois c à la puissance moins q.
avec toujours NP et Q, c'est des coefficients positifs, et K, une valeur constante. On va suivre toujours la même procédure. Donc, je vais avoir ln de G, c'est N ln de A, plus P ln de B, moins Q ln de C, plus ln de K. Passons maintenant à la différentielle logarithmique. Donc, je vais avoir dg sur G, ça va me donner quoi? Ça va me donner n dA sur A plus P dB sur B moins Q dC sur C plus 0. Pour passer maintenant à l'expression de l'incertitude relative, on change les D par delta et le signe moins par le signe plus. Donc, on va avoir donc, en premier lieu l'incertitude relative qui est donnée par delta G sur G, qui est égal à n delta A sur A plus P delta B sur B plus Q delta C sur C. Et l'incertitude absolue, delta G, donc il suffit de multiplier donc ça fois G, donc je vais avoir G fois N delta A sur A plus P delta B sur B plus Q delta C sur C. Donc à partir de cette méthode logarithmique, on peut aboutir à quelques règles de calcul particulières qui sont résumées ici dans le tableau. Donc nous avons ici la grandeur, l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Donc dans le cas de la somme, de la différence, du produit, du quotient, de la puissance et de la racine. Donc vous avez le détail ici. Donc il est à retenir que dans le cas d'une somme ou d'une différence, les incertitudes absolues, delta G, s'ajoutent. Donc comme vous voyez ici, dans le cas de la différence, dans la somme et la différence, nous avons delta G, c'est toujours delta A plus delta B. La même chose pour la différence, c'est toujours delta A plus delta B. Dans le cas d'un produit ou d'un quotient, les incertitudes relatives, delta G sur G, s'ajoutent. Donc si je regarde ici dans le cas du produit et du quotient, donc je remarque que leur incertitude relative s'ajoute. Donc j'ai delta A sur A plus delta B sur B. La même chose pour le quotient, delta A sur A plus delta B sur B. Pour conclure ce cours, prenons l'exemple d'une mesure de résistance avec la méthode de volt-ampère métrique. Donc nous avons R, elle est donnée par U sur I. Donc on cherche à déterminer l'incertitude absolue sur la mesure de R. Donc j'applique la loi logarithmique. Donc je vais avoir ln de R, donc ça va être ln de U sur I. Donc je vais avoir ln de U moins ln de I. Je passe à la différentielle logarithmique, donc je vais avoir dr sur R est égal à du sur U moins di sur I. Donc pour passer maintenant à l'incertitude relative, il suffit donc de remplacer les d par les delta et le moins par le plus. Donc je vais avoir l'erreur relative sur la mesure de R, elle est donnée par delta U sur U plus delta I sur I. Et pour passer à l'incertitude absolue, donc il suffit de multiplier fois R. Donc je vais avoir delta R, c'est R fois delta U sur U plus delta I sur I.